tremblante, que s'ouvrent derrière la tour les grandes portes de la nuit. Si cette mer avait pris un petit temps pour souffler, et même un grand moment de silence, on aurait pu au moins se laisser aller à renoncer à tout, à essayer d'oublier qu'il fallait vivre. Mais elle me traquait. « Si je lui donnais un lavement, docteur, qu'en pensez-vous » Je ne répondis ni par oui ni par non, mais je conseillais une fois de plus, puisque j'avais la parole, l'envoi immédiat à l'hôpital. D'autres glapissements, encore plus aigus, plus déterminés, plus stridents en réponse. Rien à faire. Je me dirigeais lentement vers la porte, en douceur. L'ombre nous séparait à présent du lit. Je ne discernais plus les mains de la fille posées sur les draps, à cause de leur pâleur semblable. Je revins pour sentir son pouls, plus menu, plus furtif que tout à l'heure. Elle ne respirait que par un coup. J'entendais bien, moi, toujours le sang tomber sur le parquet, comme un petit coup d'une montre de plus en plus lente, de plus en plus faible. Rien à faire. La mère me précédait vers la porte. « Surtout, me recommanda-t-elle, transie, « docteur, promettez-moi que vous ne direz rien à personne. » Elle me suppliait. « Vous me le jurez ?» Je promettais tout ce qu'on voulait. Je tendis la main, ce fut 20 francs. Elle referma la porte derrière moi, peu à peu. En bas, la tante de Bébert m'attendait avec sa tête de circonstance. « Ça ne va pas alors ?» qu'elle s'enquérait. Je compris qu'elle m'avait attendu là, en bas, pendant une demi-heure déjà, pour toucher sa commission d'usage. 2 francs. Que je l'échappe pas. « Et chez les Enrouilles alors, ça a marché ?» voulut-elle savoir. Elle espérait toucher un pourboire pour cela aussi. « Ils ne m'ont pas payé, ai-je répondu. C'était vrai aussi. Son sourire préparé tourna en mou à la tante. Elle me suspectait. « C'est pas malheureux tout de même, docteur, de pas savoir se faire payer. Comment voulez-vous que les gens vous respectent? On paye comptant au jour d'aujourd'hui ou jamais ?» C'était exact aussi. Je filais. J'avais mis mes haricots à cuire avant de partir. C'était le moment, la nuit tombée, d'aller acheter mon lait. Pendant la journée, les gens avaient le sourire quand ils me croisaient avec ma bouteille. Forcément. Pas de bonne. Et puis l'hiver a traîné. S'était allé pendant des mois et des semaines encore. On n'en sortait plus de la brume et de la pluie, au fond de tout. Les malades ne manquaient pas, mais il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient ou qui voulaient payer. La médecine, c'est ingrat. Quand on se fait honorer par les riches, on a l'air d'un larbin. Par les pauvres, on a tout du voleur. Des honoraires, en voilà un mot. Ils n'en ont déjà pas assez pour bouffer et aller au cinéma, les malades? Faut-il encore leur en prendre du pognon pour faire des honoraires avec? Surtout dans le moment juste où ils tournent de l'œil, c'est pas commode. On laisse aller, on devient gentil, et on coule. Au terme de janvier, j'ai vendu d'abord mon buffet, pour faire de la place que j'ai expliqué dans le quartier, et transformé ma salle à manger en studio de culture physique. Qui m'a cru? Au mois de février, pour liquider les contributions, j'ai bazardé encore ma bicyclette et le gramophone que m'avait donné Molly en partant. Il jouait « No More Worries ». J'ai même encore l'air dans la tête, c'est tout ce qui me reste. Mes disques, Bézin les a eus longtemps dans sa boutique, et puis tout de même il les a vendus. Pour faire encore plus riche, j'ai raconté alors que j'allais m'acheter une auto, au premier beau jour, et qu'à cause de ça je me faisais un peu de liquide d'avance. C'est le culot qui me manquait au fond, pour exercer la médecine sérieusement. Quand on me reconduisait à la porte, après que j'avais donné à la famille les conseils et remis mon ordonnance, je me lançais dans des tas de commentaires, rien que pour éluder l'instant du paiement quelques minutes de plus. Je ne savais pas faire ma putain. Ils avaient l'air si misérables, si puants, la plupart de mes clients, si torves aussi, que je me demandais toujours où ils allaient les trouver, les 20 francs qu'il fallait me donner. Et s'ils allaient pas me tuer en revanche. J'en avais tout de même bien besoin, moi, des 20 francs. Quelle honte. J'aurais jamais fini d'en rougir. Honoraires, qu'ils continuaient à intituler ça, les confrères, pas dégoûtés, comme si le mot en faisait une chose bien entendue, et qu'on n'avait plus besoin d'expliquer. Honte, moi, que je pouvais pas m'empêcher de me dire, et y avait pas à en sortir. On explique tout, je le sais bien, mais n'empêche que celui qui a reçu les 100 sous du pauvre et du méchant est pour toujours un beau dégueulasse. C'est même depuis ce temps-là que je suis certain d'être aussi dégueulasse que n'importe quel autre. C'est pas que j'ai fait des orgies et des folies avec leurs 100 sous et leurs 10 francs, non. Puisque le propriétaire m'en prenait le plus grand morceau. Mais tout de même, ça non plus c'est pas une excuse. On voudrait bien que ça en soit une, mais c'en est pas une encore. Le propriétaire c'est pire que de la merde. Voilà tout. À force de me faire du mauvais sang et de passer entre les averses glacées de la saison,
Je prenais plutôt l'air d'une espèce de tuberculeux à mon tour. Fatalement. C'est ça qui arrive quand on doit renoncer à presque tous les plaisirs. De temps en temps, j'achetais des œufs par-ci par-là. Mais mon régime essentiel, c'était en somme les légumes secs. Ils mettent longtemps à cuire. Je passais à surveiller leur ébullition des heures dans la cuisine, après ma consultation. Et comme je demeurais au premier, j'avais de cet endroit un beau panorama d'arrière-cour. Les arrière-cours, c'est les oubliettes des maisons en série. J'ai eu bien du temps à moi pour la regarder, la mienne, d'arrière-cour, et surtout pour l'entendre. Là viennent chuter, craquer, rebondir les cris, les appels des 20 maisons en pourtour, jusqu'aux petits oiseaux des concierges en désespoir qui moisissaient en pépiant après le printemps qu'ils ne reverront jamais dans leur cage, auprès des cabinets, qui sont tous groupés les cabinets, là, dans le fond d'ombre, avec leurs portes toujours déglinguées et ballantes. Cent ivrognes mâles et femelles peuplent ces briques et farcissent l'écho de leurs querelles vantardes, de leurs jurons incertains et débordants, après les déjeuners du samedi surtout. C'est le moment intense dans la vie des familles. Avec la gueule, on se défie, et des verres plein le nez. Papa manie la chaise, faut voir, comme une cognée, et maman le tison comme un sabre. Gare aux faibles, alors. C'est le petit qui prend. Les torgnoles aplatissent au mur tout ce qui ne peut pas se défendre et riposter, enfant, chien ou chat. Dès le 3e verre de vin, le noir, le plus mauvais, c'est le chien qui commence à souffrir. On lui écrase la patte d'un grand coup de talon. Ça lui apprendra à avoir faim en même temps que les hommes. On rigole bien à le voir disparaître en piaulant sous le lit comme un éventré. C'est le signal. Rien ne stimule les femmes éméchées comme la douleur des bêtes. On n'a pas toujours des taureaux sous la main. La discussion en repart vindicative, impérieuse comme un délire. C'est l'épouse qui mène, lançant au mâle une série d'appels aigus à la lutte. Et après ça, c'est la mêlée. Les objets cassés se morcellent. La cour recueille le fracas. L'écho tourne autour de l'ombre. Les enfants, dans l'horreur, glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Ils attirent sur eux la foudre en gueulant. Je passais bien des jours à attendre qu'il arrive ce qui arrivait de temps à autre au bout des séances ménagères. C'est au 3e, devant ma fenêtre, que ça se passait, dans la maison de l'autre côté. Je ne pouvais rien voir, mais j'entendais bien. Il y a un bout à tout. Ce n'est pas toujours la mort, c'est souvent quelque chose d'autre et d'assez pire, surtout avec les enfants. Ils demeuraient là, ces locataires, juste à la hauteur de la cour où l'ombre commence à pâlir. Quand ils étaient seuls, le père et la mère, les jours où ça arrivait, ils se disputaient d'abord longtemps, et puis survenait un long silence. Ça se préparait. On en avait après la petite fille d'abord. On la faisait venir. Elle le savait. Elle pleurnichait tout de suite. Elle savait ce qui l'attendait. D'après sa voix, elle devait bien avoir dans les 10 ans. J'ai fini par comprendre après bien des fois ce qu'ils lui faisaient tous les deux. Ils l'attachaient d'abord. C'était long à l'attacher, comme pour une opération. Ça les excitait. Petite charogne, qu'il jurait, lui. Ah, la petite salope, qu'elle faisait la mère. On va te dresser, salope, qu'ils criaient ensemble, et des choses qu'ils lui reprochaient en même temps, des choses qu'il devait imaginer. Il devait l'attacher après les montants du lit. Pendant ce temps-là, l'enfant se plaignotait comme une souris prise au piège. T'auras beau faire, petite vache, t'y couperas pas, va, t'y couperas pas, qu'elle reprenait la mère, puis avec toute une bordée d'insultes comme pour un cheval, tout excité. Tais-toi, maman, que répondait la petite doucement. Tais-toi, maman. Bats-moi, maman, mais tais-toi, maman. Elle n'y coupait pas, et elle prenait quelque chose comme raclée. J'écoutais jusqu'au bout pour être bien certain que je ne me trompais pas, que c'était bien ça qui se passait. J'aurais pas pu manger mes haricots tant que ça se passait. Je ne pouvais pas fermer la fenêtre non plus. Je n'étais bon à rien. Je ne pouvais rien faire. Je restais à écouter seulement, comme toujours, partout. Cependant, je crois qu'il me venait des forces à écouter ces choses-là, des forces d'aller plus loin, des drôles de forces. Et la prochaine fois, alors je pourrais descendre encore plus bas la prochaine fois, écouter d'autres plaintes que je n'avais pas encore entendues, ou que j'avais du mal à comprendre avant, parce qu'on dirait qu'il y en a encore toujours au bout des autres des plaintes encore, qu'on n'a pas encore entendues ni comprises. Quand ils l'avaient tellement battue qu'elle ne pouvait plus hurler, leur fille, elle criait encore un peu quand même à chaque fois qu'elle respirait, d'un petit coup. J'entendais l'homme alors qui disait à ce moment-là « Viens toi, grande, vite, viens par là !» Tout heureux. C'était à la mère qu'il parlait comme ça. Et puis la porte d'à côté claquait derrière eux. Un jour, c'est elle qui lui a dit, je l'ai entendu. « Ah, je t'aime, Julien, tellement que je te boufferais ta merde, même si tu faisais des étrons grands comme ça. » C'était ainsi qu'ils faisaient l'amour tous les deux, que m'a expliqué leur concierge,
Dans la cuisine, ça se passait, contre l'évier. Autrement, ils n'y arrivaient pas. C'est peu à peu que j'ai appris toutes ces choses-là sur eux dans la rue. Quand je les rencontrais, tous les trois ensemble, il n'y avait rien à remarquer. Ils se promenaient comme une vraie famille. Lui, le père, je l'apercevais encore quand je passais devant l'étalage de son magasin, au coin du boulevard Poincaré, dans la maison de chaussures pour pieds sensibles, où il était premier vendeur. La plupart du temps, notre cour n'offrait que des hideurs sans relief, surtout l'été, grondantes de menaces, d'échos, de coups, de chutes et d'injures indistinctes. Jamais le soleil ne parvenait jusqu'au fond. Elle en était comme peinte d'ombre bleue, la cour, bien épaisse, et surtout dans les angles. Les concierges y possédaient leurs petits cabinets comme autant de ruches. Dans la nuit, quand ils allaient faire pipi, ils cognaient contre les boîtes à ordures, les concierges. Ça déclenchait des bruits de tonnerre dans la cour. Du linge essayait de sécher d'une fenêtre à l'autre. Après le dîner, c'était plutôt des discussions sur les courses qui résonnaient, les soirs où on n'était pas aux brutalités. Mais ces sportives polémiques finissaient elles aussi souvent assez mal en torgnoles diverses, et toujours au moins derrière une des fenêtres, pour un motif ou pour un autre, on finissait par s'assommer. L'été aussi, tout sentait fort. Il n'y avait plus d'air dans la cour, rien que des odeurs. C'est celle du chou-fleur qui l'emporte, et facilement sur toutes les autres. Un chou-fleur vaut 10 cabinets, même s'il déborde, c'est entendu. Ceux du deuxième débordaient souvent. La concierge du 8, la mère Cézanne, arrivait alors avec son jonc trifouilleur. Je l'observais à s'escrimer. C'est comme ça que nous finîmes par avoir des conversations. Moi, qu'elle me conseillait, si j'étais à votre place, en douce, je débarrasserais les femmes qui sont enceintes. Il y en a des femmes dans ce quartier-ci qui font la vie. Ça pas y croire. Et elles demanderaient pas mieux que de vous faire travailler. Moi, je vous le dis. C'est meilleur toujours qu'à soigner les petits employés pour leurs varices. Surtout que ça, c'est du comptant. La mère Cézanne avait un grand mépris d'aristocrate qui lui venait je ne sais d'où pour tous les gens qui travaillent. Jamais contents, les locataires, on dirait des prisonniers, faut qu'ils fassent de la misère à tout le monde. C'est leur cabinet qui se bouche. Un autre jour, c'est le gaz qui fuit. C'est leurs lettres qu'on leur ouvre, toujours à la chicane, toujours emmerdant, quoi. Il y en a même un qui m'a craché dans son enveloppe du terme, vous voyez ça? Même à déboucher les cabinets, elle devait souvent renoncer, la mère Cézanne, tellement c'était difficile. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais faudrait pas d'abord qu'elle sèche, je connais ça. Ils vous préviennent toujours trop tard, ils font exprès d'abord. Où j'étais avant, il a même fallu faire fondre un tuyau tellement que c'était dur. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent bouffer, moi, c'est de la double. On me retirera difficilement de l'idée que si ça m'a repris, ça n'est pas surtout à cause de Robinson. D'abord, j'en ai pas tenu grand compte des malaises. Je continuais à traîner, comme ci, comme ça, d'un malade à l'autre. Mais j'étais devenu plus inquiet encore qu'auparavant, de plus en plus, comme à New York. Et j'ai recommencé à dormir aussi, encore plus mal que d'habitude. De le rencontrer à nouveau, Robinson, ça m'avait donc donné un coup, comme une espèce de maladie qui me reprenait. Avec sa gueule toute barbouillée de peine, ça me faisait comme un sale rêve qu'il me ramenait, et dont je n'arrivais pas à me délivrer depuis trop d'années déjà. J'en bafouillais. Il était venu retomber là, devant moi, j'en finirais pas. Sûrement qu'il m'avait cherché par ici. J'essayais pas d'aller le revoir, moi, bien sûr. Il reviendrait à coup sûr encore, et il me forcerait à penser à ses affaires à nouveau. Tout, à présent d'ailleurs, me faisait repenser à sa sale substance. Ces gens-là, même que je regardais par la fenêtre et qui n'avaient l'air de rien, à marcher comme ça dans la rue, ils m'y faisaient penser, à bavarder au coin des portes, à se frotter les uns contre les autres. Je savais, moi, ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils cachaient avec leurs airs de rien, les gens. C'est tuer et se tuer qu'ils voulaient. Pas d'un seul coup, bien sûr, mais petit à petit, comme Robinson, avec tout ce qu'ils trouvaient. Des vieux chagrins, de nouvelles misères, des haines encore sans nom quand ce n'est pas la guerre toute crue, et que ça se passe alors plus vite encore que d'habitude. J'osais même plus sortir de peur de le rencontrer. Fallait qu'on me demande des 2 ou 3 fois de suite pour que je me décide à répondre à l'appel des malades. Alors la plupart du temps, quand j'arrivais, on avait déjà été en chercher un autre. C'était la pagaille dans mon esprit, tout comme dans la vie. Dans cette rue Saint-Vincent, où je n'étais allé encore qu'une seule fois, on m'a fait demander chez les gens du 3e, au numéro 12. On est même venu me chercher avec une voiture. Je l'ai bien reconnu tout de suite, le grand-père. Il chuchotait, il s'essuyait longuement les pieds sur mon paillasson. Un être furtif, gris et voûté. C'est pour son petit-fils qu'il voulait que je me dépêche. Je me souvenais bien de sa fille aussi, à lui, une autre gaillarde, flétrie déjà, mais solide et silencieuse,
qui était revenue pour avorter à plusieurs reprises chez ses parents. On ne lui reprochait rien à celle-là. On aurait seulement voulu qu'elle finisse par se marier en fin de compte. Surtout qu'elle avait déjà un petit garçon de 2 ans à demeure chez les grands-parents. Il était malade cet enfant pour un oui, pour un non. Et quand il était malade, le grand-père, la grand-mère, la mère pleuraient ensemble, énormément. Et surtout parce qu'ils n'avaient pas de père légitime. C'est dans ces moments-là qu'on est le plus affecté par les situations irrégulières dans les familles. Ils croyaient, les grands-parents, sans se l'avouer tout à fait, que les enfants naturels sont plus fragiles et plus souvent malades que les autres. Enfin, le père, celui qu'on croyait du moins, il était bel et bien parti pour toujours. On lui avait tellement parlé de mariage à cet homme que ça avait fini par l'ennuyer. Il devait être loin à présent, s'il courait encore. Personne n'y avait rien compris à cet abandon, et surtout la fille elle-même, parce qu'il avait pris pourtant bien du plaisir à la baiser. Donc, depuis qu'il était parti, le volage, ils contemplaient tous les trois l'enfant en pleurnichant, et puis voilà. Elle s'était donnée à cet homme, comme elle disait, corps et âme. Cela devait arriver, et d'après elle, devait suffire à tout expliquer. Le petit en était sorti de son corps et d'un seul coup, et l'avait laissé toute plissée autour des flancs. L'esprit est content avec des phrases. Le corps, c'est pas pareil. Il est plus difficile, lui. Il lui faut des muscles. C'est quelque chose de toujours vrai, un corps. C'est pour cela que c'est presque toujours triste, dégoûtant, à regarder. J'ai vu, c'est vrai aussi, bien peu de maternité emporter autant de jeunesse d'un seul coup. Il ne lui restait plus, pour ainsi dire, que des sentiments à cette mère, et une âme. Personne n'en voulait plus. Avant cette naissance clandestine, la famille demeurait dans le quartier des Filles du Calvaire, et cela depuis bien des années. S'ils étaient venus tous s'exiler à Rancy, c'était pas par plaisir, mais pour se cacher et se faire oublier, disparaître en groupe. Dès qu'il fut devenu impossible de dissimuler cette grossesse aux voisins, ils s'étaient décidés à quitter leur quartier de Paris, pour éviter tout commentaire. Déménagement d'honneur. À Rancy, la considération des voisins n'était pas indispensable. Et puis d'abord, ils étaient inconnus à Rancy. Et puis, la municipalité de ce pays pratiquait justement une politique abominable, anarchiste pour tout dire, et dont on parlait dans toute la France, une politique de voyous. Dans ce milieu de réprouvés, le jugement d'autrui ne saurait compter. La famille s'était punie spontanément. Elle avait rompu toute relation avec les parents et les amis d'autrefois. Pour un drame, ça avait été un drame complet. Plus rien à perdre, qu'il se disait. Déclassé. Quand on tient à se déconsidérer, on va au peuple. Ils ne formulaient aucun reproche contre personne. Ils essayaient seulement de découvrir, par poussées de petites révoltes invalides, ce que le destin pouvait bien avoir bu, le jour où il leur avait fait une saleté pareille à eux. La fille n'éprouvait à vivre à Rancy qu'une seule consolation, mais très importante, celle de pouvoir parler librement à tout le monde désormais de ses responsabilités nouvelles. Son amant, en la désertant, avait réveillé un désir profond de sa nature entiché d'héroïsme et de singularité. Dès qu'elle fut assurée pour le reste de ses jours de ne jamais avoir un sort absolument identique à la plupart des femmes de sa classe et de son milieu, et de pouvoir toujours en appeler au roman de sa vie saccagé dès ses premières amours, elle s'accommoda du grand malheur qui la frappait, avec délice, et les ravages du sort furent en somme dramatiquement bienvenus. Elle pavoisait en fille-mère. Dans leur salle à manger, quand nous entrâmes, son père et moi, un éclairage d'économie ne dépassait point les demi-teintes. On apercevait les figures que comme autant de taches pâles, de chair rabâcheuse de mots qui restaient à traîner dans la pénombre, lourde de cette odeur de vieux poivre que dégagent tous les meubles de famille. Sur la table, au centre, sur le dos, l'enfant, parmi les langes, se laissait palper. Je lui déprimais pour commencer la paroi du ventre, avec beaucoup de précaution, graduellement, depuis l'ombilic jusqu'aux bourses, et puis je le sculptais, fort gravement encore. Son cœur battait au rythme d'un petit chat, sec et follement. Et puis il en eut assez, l'enfant, de mes doigts tripoteurs et de mes manœuvres, et se mit à hurler comme on peut le faire à cet âge, inconcevablement. C'en était trop. Depuis le retour de Robinson, je me trouvais bien étrange dans ma tête et mon corps, et les cris de ce petit innocent me firent une impression abominable. Quel cri, mon Dieu, quel cri! Je n'en pouvais plus. Une autre idée aussi, sans doute, dut déterminer ma sotte conduite. Excédé, je ne sus me retenir de leur faire part tout haut de ce que j'éprouvais, en fait de rancœur et de dégoût depuis trop longtemps, tout bas. « Eh » répondis-je à ce petit hurleur, « ne te presse donc pas, petit crétin,
Tu en auras toujours du temps pour gueuler. Il en restera, ne crains rien, petit âne. Ménage-toi, il en restera bien du malheur assez pour te faire fondre les yeux et la tête aussi, et le reste encore si tu ne fais pas attention. Qu'est-ce que vous dites, docteur? Sursauta la grand-mère. Je répétai simplement, il en restera encore. Quoi, que reste-t-il? Questionnait-elle, horrifiée. Faut comprendre que je lui réponds. Faut comprendre? On vous explique bien trop de choses. Voilà le malheur. Cherchez donc à comprendre. Faites un effort. Il en reste de quoi? Que dit-il? Et ils s'interrogeaient du coup, tous les trois. Et la fille aux responsabilités faisait un drôle d'œil, et elle se mit à pousser elle aussi de fameux longs cris. Elle venait de trouver une sacrée bonne occasion de crise. Elle ne la raterait pas. C'était la guerre, et je te frappe des pieds, et des suffocations, et des strabismes affreux. J'étais bien. Fallait voir ça. Il est fou, maman, qu'elle s'étranglait à rugir. Le docteur est devenu fou. Enlève-lui mon petit, maman. Elle sauvait son enfant. Je ne saurais jamais pourquoi, mais elle s'est mise tellement elle était excitée à prendre l'accent basque. Il dit des choses effrayantes, maman, c'est un démon. On m'arracha le petit des mains, tout comme si on l'avait arraché aux flammes. Le grand-père, si timide tout à l'heure, décrochait à présent son gros thermomètre en acajou du mur, un énorme, comme une massue, et m'accompagnait à distance vers la porte, dont il relança le bâton sur moi violemment, d'un grand coup de pied. Bien entendu, on en profita pour ne pas me payer ma visite. Quand je me suis retrouvé dans la rue, je n'étais pas très fier de ce qui venait de m'arriver. Pas tant du point de vue de ma réputation, qui ne pouvait être plus mauvaise dans le quartier qu'on me l'avait déjà faite, et sans que j'aie eu pour cela besoin de m'en mêler, mais toujours à propos de Robinson, dont j'avais espéré me délivrer par un état de franchise, trouver dans le scandale volontaire la résolution de ne plus le recevoir, celui-là, en me faisant une espèce de scène brutale à moi-même. Ainsi, avais-je calculé, je verrais bien, à titre expérimental, tout le scandale qu'on peut arriver à se faire en une seule fois. Seulement, on n'en finit jamais dans le scandale et l'émotion. On ne sait jamais jusqu'où on sera forcé d'aller avec la franchise. Ce que les hommes vous cachent encore, ce qu'ils vous montreront encore, si on vit assez longtemps, si on avance assez loin dans leur baliverne, c'était à recommencer entièrement. J'avais hâte d'aller me cacher, moi aussi, pour le moment. J'ai d'abord pris pour rentrer par l'impasse Gibet, et puis par la rue des Valentines. C'est un bon bout de chemin, on a le temps de changer d'avis. J'allais vers les Lumières. Place transitoire, j'ai rencontré Péridon l'allumeur. Nous avons échangé quelques propos anodins. « Vous allez au cinéma, docteur ?» qu'il m'a demandé. Il m'en donna l'idée, je la trouvais bonne. Par l'autobus, on est plus vite rendu que par le métro. Après ce honteux intermède, je serais bien parti de Rancy pour de bon, et pour toujours, si j'avais pu. À mesure qu'on reste dans un endroit, les choses et les gens se débraillent, pourrissent et se mettent à puer, tout exprès pour vous. Malgré tout, j'ai bien fait de rentrer à Rancy dès le lendemain, à cause de Bébert, qui est tombé malade juste à ce moment. Le confrère Frolichon venait de partir en vacances, la tante a hésité, et puis elle m'a demandé de le soigner quand même, son neveu. Sans doute parce que j'étais le moins cher parmi les autres médecins qu'elle connaissait. C'est survenu après Pâques. Il commençait à faire bon. Les premiers vents du sud passaient sur Rancy, ceux aussi qui rabattent toutes les suies des usines sur les croisées des fenêtres. Elle a duré des semaines, la maladie de Bébert. J'y allais 2 fois par jour pour le voir. Les gens du quartier m'attendaient devant la loge, sans en avoir l'air, et sur le pas de leur maison, les voisins aussi. C'était comme une distraction pour eux. On venait pour savoir de loin, si ça allait plus mal ou mieux. Le soleil qui passe à travers trop de choses ne laisse jamais à la rue qu'une lumière d'automne avec des regrets et des nuages. Des conseils, j'en ai reçu beaucoup à propos de Bébert. Tout le quartier, en vérité, s'intéressait à son cas. On parlait pour et puis contre mon intelligence. Quand j'entrais dans la loge, il s'établissait un silence critique et assez hostile, écrasant de sottises surtout. Elle était toujours remplie par des commères amis, la loge, les intimes, et elle sentait donc fort le jupon et l'urine de lapin. Chacun tenait à son médecin préféré, toujours plus subtil, plus savant. Je ne présentais qu'un seul avantage, moi, en somme, mais alors celui qui vous est difficilement pardonné, celui d'être presque gratuit. Ça fait tort aux malades et à sa famille, un médecin gratuit, si pauvre soit-elle. Bébert ne délirait pas encore. Il n'avait seulement plus du tout envie de bouger. Il se mit à perdre du poids chaque jour. Un peu de chair jaunie et mobile lui tenait encore au corps en tremblotant de haut en bas, à chaque fois que son cœur battait.
On aurait dit qu'il était partout son cœur sous sa peau, tellement qu'il était devenu mince, Bébert, en plus d'un mois de maladie. Il m'adressait des sourires raisonnables quand je venais le voir. Il dépassa ainsi très aimablement les 39, et puis les 40, et demeura là pendant des jours et puis des semaines, pensif. La tante à Bébert avait fini par se taire et nous laisser tranquilles. Elle avait tout dit ce qu'elle savait, alors elle allait pleurnicher, déconcertée, dans les coins de sa loge, l'un après l'autre. Du chagrin enfin lui était venu tout au bout des mots. Elle n'avait pas l'air de savoir qu'en faire du chagrin. Elle essayait de se le moucher, mais il lui revenait son chagrin dans la gorge, et des larmes avec, et elle recommençait. Elle s'en mettait partout, et comme ça elle arrivait à être encore un peu plus sale que d'habitude. Et elle s'en étonnait, mon Dieu, qu'elle faisait. Et puis c'était tout. Elle était arrivée au bout d'elle-même à force de pleurer. Elle revenait quand même encore un bon coup en arrière dans son chagrin, et puis elle se redécidait à repartir en sanglotant. Ainsi, pendant des semaines que ça a duré, ces allées et venues dans sa peine. Il fallait pressentir que cette maladie tournerait mal. Une espèce de typhoïde maligne, c'était, contre laquelle tout ce que je tentais venait buter, les bains, le sérum, le régime sec, le vaccin, rien n'y faisait. J'avais beau me démener, tout était vain. Bébert passait, irrésistiblement emmené, souriant. Il se tenait tout en haut de sa fièvre comme en équilibre, moi en bas, cafouillé. Bien entendu, on conseillait un peu partout et impérieusement encore à la tante de me liquider sans embâge et de faire appeler en vitesse un autre médecin, plus expérimenté, plus sérieux. L'incident de la fille aux responsabilités avait été retenu à la ronde et commenté énormément. On s'en gargarisait dans le quartier. Mais comme les autres médecins avertis de la nature du cas à Bébert se défilèrent, je demeurai finalement. Puisqu'il m'était échu, Bébert, je n'avais qu'à continuer, songeaient-ils justement les confrères. Il ne me restait plus en fait de ressources qu'à aller jusqu'au bistrot pour téléphoner de temps en temps à quelques autres praticiens, par-ci, par-là, au loin, que je connaissais plus ou moins bien dans Paris, dans les hôpitaux, pour leur demander ce qu'ils feraient, eux, ces malins, ces considérés devant une typhoïde comme celle qui me tracassait. Ils me donnaient des bons conseils, tous, en réponse, des bons conseils inopérants, mais j'éprouvais quand même du plaisir à les entendre se donner du mal ainsi, et gratuitement enfin, pour le petit inconnu que je protégeais. On finit par se réjouir de pas grand-chose, du très peu que la vie veut bien nous laisser de consolant. Pendant que je raffinais ainsi, la tante à Bébert s'effondrait de droite à gauche, au hasard des chaises et des escaliers. Elle ne sortait de son ahurissement que pour manger, mais jamais, par exemple, elle ne passa au travers d'un seul repas, il faut le dire. On ne l'aurait d'ailleurs pas laissé s'oublier. Ses voisins veillaient sur elle. Ils la gavaient entre les sanglots. Ça soutient, qu'il lui affirmait, et même qu'elle se mit à engraisser. En fait d'odeur de choux de Bruxelles, au plus fort de la maladie de Bébert, ce fut dans la loge une véritable orgie. C'était la saison, et lui en venait de partout en cadeau des choux de Bruxelles, tout cuits, bien fumants. Cela me donne des forces, c'est vrai, qu'elle admettait volontiers, et ça fait bien uriner. Avant la nuit, à cause des coups de sonnette, pour dormir plus légèrement et entendre le premier appel tout de suite, elle se gavait de café. Comme cela, les locataires ne le réveillaient pas, Bébert, en sonnant des 2 ou 3 fois de suite. Passant devant la maison le soir, j'entrais pour voir si tout ça n'était pas fini, des fois. Vous croyez pas que c'est avec la camomille au rhum qu'il a voulu boire chez la fruitière, le jour de la course cycliste, qu'il l'a attrapé, sa maladie? Qu'elle supposait tout haut, la tante. Cette idée la tracassait depuis le début. Idiote. Camomille, murmurait faiblement Bébert, en écho perdu dans la fièvre. À quoi bon la dissuader? J'effectuais une fois de plus les 2 ou 3 menus simulacres professionnels qu'on attendait, et puis j'allais reprendre la nuit, pas fier, parce que comme ma mère, je n'arrivais jamais à me sentir entièrement innocent des malheurs qui arrivaient. Vers le 17e jour, je me suis dit tout de même que je ferais bien d'aller demander ce qu'ils en pensaient à l'Institut Bioduret-Joseph d'un cas de typhoïde de ce genre, et leur demander en même temps un petit conseil, et peut-être même un vaccin, qu'ils me recommanderaient. Ainsi, j'aurais tout fait, tout tenté, même les bizarreries. Et s'il mourait, Bébert, eh bien, on n'aurait peut-être rien à me reprocher. J'arrivai là-bas, à l'Institut, au bout de Paris, derrière la Villette, un matin, sur les 11 heures. On me fit d'abord promener à travers des laboratoires et des laboratoires à la recherche d'un savant. Il ne s'y trouvait encore personne dans ces laboratoires, pas plus de savants que de public, rien que des objets bousculés en grand désordre, des petits cadavres d'animaux éventrés,
des bouts de mégots, des becs de gaz ébréchés, des cages et des bocaux avec des souris dedans en train d'étouffer, des cornues, des vessies à la traîne, des tabourets défoncés, des livres et de la poussière, encore et toujours des mégots, leur odeur et celle de pissotière, dominante. Puisque j'étais bien en avance, je décidai d'aller faire un tour, pendant que j'y étais, jusqu'à la tombe du grand savant Bioduret-Joseph, qui se trouvait dans les caves mêmes de l'Institut, parmi les ors et les marbres. Fantaisie bourgeoiso-byzantine de haut goût. La quête se faisait en sortant du caveau. Le gardien grognait même à cause d'une pièce belge qu'on lui avait refilée. C'est à cause de ce Bioduret que nombre de jeunes gens optèrent depuis un demi-siècle pour la carrière scientifique. Il en advint autant de ratés qu'à la sortie du conservatoire. On finit tous d'ailleurs par se ressembler, après un certain nombre d'années qu'on n'a pas réussi. Dans les fossés de la Grande Déroute, un lauréat de faculté vaut un prix de Rome. Question d'odobus qu'on ne prend pas tout à fait à la même heure, c'est tout. Il me fallut attendre encore assez longtemps dans les jardins de l'Institut. Petite combinaison de maisons d'arrêt et de squares publics, jardins, fleurs déposées soigneusement au long de ces murs ornés avec malveillance. Tout de même, quelques garçons du petit personnel finirent par arriver les premiers. Nombre d'entre eux portaient déjà des provisions du marché voisin, en de grands filets, et traînaient la savate. Et puis, les savants franchirent à leur tour la grille, plus traînards encore, plus réticents que leurs modestes subalternes, par petits groupes mal rasés et chuchoteurs. Ils allaient se disperser au long des couloirs en lissant les peintures. Rentraient de vieux écoliers grisonnants, à parapluie, stupéfiés par la routine méticuleuse, les manipulations désespérément dégoûtantes, soudés pour des salaires de disette et à longueur de maturité dans ces petites cuisines à microbes, à réchauffer cet interminable mijotage de raclures de légumes, de cobayes asphyxiques et d'autres incertaines pourritures. Ils n'étaient plus en fin de compte eux-mêmes que de vieux rongeurs domestiques, monstrueux, en par-dessus. La gloire de nos jours ne sourit guère qu'aux riches, savants ou non. Les plébéiens de la recherche ne pouvaient compter pour les maintenir en haleine que sur leur propre peur de perdre leur place dans cette boîte à ordures chaude, illustre et compartimentée. C'était au titre de savant officiel qu'ils tenaient essentiellement, titre grâce auquel les pharmaciens de la ville leur accordaient encore quelque confiance pour l'analyse, chichement rétribuée d'ailleurs, des urines et des crachats de la clientèle, casuel bourbeux du savant. Dès son arrivée, le chercheur méthodique allait se pencher rituellement pendant quelques minutes au-dessus des tripes bilieuses et corrompues du lapin de l'autre semaine, celui qu'on exposait classiquement à demeure, dans un coin de la pièce, bénitier d'immondices. Lorsque l'odeur en devenait véritablement intenable, on en sacrifiait un autre de lapin, mais pas avant, à cause des économies auxquelles le professeur Jaunisset, grand secrétaire de l'Institut, tenait en ce temps-là une main fanatique. Certaines pourritures animales subissaient de ce fait, par économie, d'invraisemblables dégradations et prolongations. Tout est question d'habitude. Certains garçons des laboratoires, bien entraînés, eussent fort bien cuisiné dans un cercueil en activité, tellement la putréfaction et ses relents ne les gênaient plus. Ces modestes auxiliaires de la grande recherche scientifique arrivaient même à cet égard à surpasser en économie le professeur Jaunisset lui-même, pourtant fameusement sordide, et le battaient à son propre jeu, profitant du gaz de ses étuves, par exemple, pour se confectionner de nombreux pot-au-feu personnels et bien d'autres lentes ratatouilles, plus périlleuses encore. Lorsque les savants avaient achevé de procéder à l'examen distrait des boyaux du cobaye et du lapin rituel, ils étaient parvenus doucement au deuxième acte de leur vie scientifique quotidienne, celui de la cigarette, essai de neutralisation des puanteurs ambiantes et de l'ennui par la fumée du tabac. De mégot en mégot, les savants venaient tout de même à bout de leur journée, sur les 5 heures. On remettait alors doucement les putréfactions à tiédir dans l'étuve branlante. Octave, le garçon, dissimulait ses haricots fins cuits en un journal pour mieux les passer impunément devant la concierge. Feinte. Tout près le dîner qu'il emportait à Gargan. Le savant, son maître, déposait encore un petit quelque chose d'écrit dans un coin du livret d'expérience, timidement, comme un doute, en vue d'une communication prochaine pleinement oiseuse, mais justificative de sa présence à l'Institut et des chétifs avantages qu'elle comportait, corvée qu'il faudrait bien se décider à effectuer tout de même avant longtemps devant quelque académie infiniment impartiale et désintéressée. Le véritable savant met 20 bonnes années en moyenne à effectuer la grande découverte, celle qui consiste à se convaincre que le délire des uns ne fait pas du tout le bonheur des autres, et que chacun, ici-bas, se trouve indisposé par la marotte du voisin.
Le délire scientifique, plus raisonné et plus froid que les autres, est en même temps le moins tolérable d'entre tous. Mais quand on a conquis quelque facilité pour subsister, même assez chichement dans un certain endroit, à l'aide de certaines grimaces, il faut bien persévérer, ou se résigner à crever comme un cobaye. Les habitudes s'attrapent plus vite que le courage, et surtout l'habitude de bouffer. Je cherchais donc mon parapine à travers l'institut, puisque j'étais venu tout exprès de Rancy pour le trouver. Il s'agissait donc de persévérer dans ma recherche. Ça n'allait pas tout seul. Je m'y repris en plusieurs fois, hésitant longuement entre tant de couloirs et de portes. Il ne déjeunait pas du tout, ce vieux garçon, et ne dînait guère que 2 ou 3 fois par semaine au plus, mais là alors énormément, selon la frénésie des étudiants russes, dont il conservait tous les usages fantasques. On lui accordait, à ce parapine, dans son milieu spécialisé, la plus haute compétence. Tout ce qui concernait les maladies typhoïdes lui était familier, soit animale, soit humaine. Sa notoriété datait de 20 ans déjà, de l'époque où certains auteurs allemands prétendirent un beau jour avoir isolé des vibrions hébertiens vivants dans l'excréta vaginal d'une petite fille de 18 mois. Ce fut un beau tapage dans le domaine de la vérité. Heureux, Parapine riposta dans le moindre délai au nom de l'Institut national et surpassa d'emblée ce fanfaron teuton en cultivant, lui, Parapine, le même germe, mais à l'état pur, et dans le sperme d'un invalide de 72 ans. Célèbre d'emblée, il ne lui restait plus jusqu'à sa mort qu'à noircir régulièrement quelques colonnes illisibles dans divers périodiques spécialisés pour se maintenir en vedette, ce qu'il fit sans mal d'ailleurs depuis ce jour d'audace et de chance. Le public scientifique sérieux lui faisait à présent crédit et confiance. Cela dispensait le public sérieux de le lire. S'il se mettait à critiquer ce public, il n'y aurait plus de progrès possible. On resterait 1 an sur chaque page. Quand j'arrivai devant la porte de sa cellule, Serge Parapine était en train de cracher aux 4 coins du laboratoire d'une salive incessante, avec une grimace si dégoûtée qu'il vous en faisait réfléchir. Il se rasait de temps à autre, Parapine, mais il conservait cependant au méplat des joues toujours assez de poils pour avoir l'air d'un évadé. Il grelottait constamment, ou du moins il en avait l'air, bien que ne quittant jamais son par-dessus, grand choix de taches et surtout de pellicules qu'il essaimait ensuite à petits coups d'ongles alentour, tout en ramenant sa mèche, oscillante toujours, sur son nez vert et rose. Pendant mon stage dans les écoles pratiques de la faculté, Parapine m'avait donné quelques leçons de microscope et témoignait en diverses occasions de quelque réelle bienveillance. J'espérais qu'il ne m'avait, depuis ces temps déjà lointains, pas tout à fait oublié, et qu'il serait à même de me donner peut-être un avis thérapeutique de tout premier ordre, pour le cas de Bébert, qui m'obsédait en vérité. Décidément, je me découvrais beaucoup plus de goût à empêcher Bébert de mourir qu'un adulte. On n'est jamais très mécontent qu'un adulte s'en aille. Ça fait toujours une vache de moins sur la terre, qu'on se dit. Tandis que pour un enfant, c'est tout de même moins sûr. Il y a l'avenir. Parapine, mis au courant de mes difficultés, ne demanda pas mieux que de m'aider et d'orienter ma thérapeutique périlleuse. Seulement, il avait appris, lui, en 20 années, tellement de choses et de si diverses et de si souvent contradictoires sur le compte de la typhoïde qu'il lui était devenu bien pénible à présent et, comme qui dirait impossible, de formuler au sujet de cette affection si banale et des choses de son traitement le moindre avis net ou catégorique. D'abord, y croyez-vous, cher confrère, vous, au sérum? Qu'il commença par me demander. Hein? Qu'en dites-vous? Et les vaccins, donc? En somme, quelle est votre impression? D'excellents esprits ne veulent plus à présent en entendre parler des vaccins. C'est audacieux, confrère, certes, je le trouve aussi, mais enfin, hein? Quand même, ne trouvez-vous pas qu'il y a du vrai dans ce négativisme? Qu'en pensez-vous? Les phrases procédaient dans sa bouche par bonds terribles, parmi des avalanches d'air énormes. Pendant qu'il se débattait tel un lion parmi d'autres furieuses et désespérées hypothèses, jaunissait, qui vivait encore à cette époque, l'illustre grand secrétaire, vint à passer juste sous nos fenêtres précis et sourcilleux. À sa vue, Parapine pâlit encore, si possible, davantage, et changea nerveusement de conversation, hâtif de me témoigner tout de suite tout le dégoût que provoquait en lui la seule vue quotidienne de ce jaunisset, par ailleurs universellement glorifié. Il me le qualifia, ce jaunisset fameux, en l'espace d'un instant, de faussaire,
de maniaque de l'espèce la plus redoutable, et le chargea encore de plus de crimes monstrueux et inédits et secrets qu'il n'en fallait pour peupler un bagne entier pendant un siècle.